Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'accueillir le débat de la rédaction chez vous. On a le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur notre plateau M. Cheikh Tidiane Dièye. Il est docteur en études de développement. Il est également sociologue. Il vient en sa qualité de membre de l'initiative citoyenne Silabok. Bonjour M. Dièye. Bonjour M. Saleh. Et bienvenue parmi nous. Merci beaucoup. Alors, M. Dièye, je l'ai dit, vous êtes membre de l'initiative citoyenne Silabok, qui vient d'être portée sur les fonds baptismaux. Pouvez-vous revenir sur les objectifs de Silabok? Je vous remercie. Je profite de ce plateau pour saluer les téléspectateurs de Mourchid TV. Je vous remercie pour l'opportunité que vous me donnez de m'exprimer ici et de parler de l'initiative citoyenne Silabok, probablement aussi d'autres sujets, et de nous permettre d'échanger largement avec nos compatriotes sur ce projet que nous avons démarré il y a maintenant 2 mois et sur lequel nous avons des acquis très intéressants avec une perspective d'évolution tout aussi intéressante. L'initiative Silabok est une initiative citoyenne, non partisane, qui a été lancée par une centaine de personnalités de la vie publique nationale. Des personnalités de la société civile, des indépendants, des personnalités du secteur privé, des partis politiques, de syndicats, d'associations de femmes, de jeunes, bref, de tous les secteurs de la vie nationale. Nous avons fait le choix de lancer cette initiative dont le principal objectif est de faire évoluer la loi électorale sénégalaise dans le sens de rendre possible la participation de candidatures indépendantes aux élections locales. Vous savez que les listes indépendantes ou les candidats indépendants peuvent participer à l'élection présidentielle, ils peuvent participer aux élections législatives, mais jusqu'ici, la loi ne permet pas à des indépendants de participer à l'élection locale. Pour pouvoir le faire, un indépendant est obligé d'aller s'associer à un parti politique, d'y adhérer ou de se faire parrainer par un parti politique ou une coalition de partis politiques pour aller à l'élection présidentielle. Nous avons constaté qu'une telle disposition dans la loi sénégalaise en 2013 est en contradiction avec le niveau actuel de notre démocratie. C'est aussi en contradiction avec l'esprit, comme la lettre d'ailleurs, de la Constitution sénégalaise qui promeut la liberté d'association, qui favorise la participation citoyenne à la gestion de la cité, en particulier des collectivités locales, parce qu'on sait que c'est le niveau primaire de participation ou de manifestation de la citoyenneté ordinaire. Vous savez que vous levez, vous vivez, vous dormez dans une collectivité locale, vous y allez à l'école, au marché, vous y avez l'ASC, vous y allez à l'hôpital, au dispensaire. Bref, toute notre vie se fait à l'intérieur d'une collectivité, quelle qu'elle soit. Interdire donc à un acteur citoyen, membre de sa communauté, impliqué, qui a de l'amour pour sa collectivité, lui interdire de participer à la gestion de cette collectivité, s'il n'est pas membre d'un parti politique, nous avons estimé que cela était discriminatoire et que la démocratie sénégalaise en 2013 ne pouvait plus accepter ce genre de choses. Donc nous avons fait le choix. Certains d'entre nous, nous sommes membres des assises nationales. Moi-même, je suis vice-président de la commission sur les valeurs, l'éthique et les questions sociétales des assises. Et vous savez que les assises ont traité cette question de long en large. Et l'une des conclusions des assises nationales, c'est qu'il fallait poser les actes afin de rendre possible la participation des indépendants aux élections locales, parce que l'un des constats de la faillite dans la gestion des collectivités locales, c'était entre autres choses le fait que les indépendants ne pouvaient pas y participer et que tout se faisait à l'intérieur des partis et cela posait des problèmes. Alors, docteur Dièye, l'initiative Silabok est lancée il y a cela 2 mois. Qu'est-ce qui a été fait jusque-là et qu'est-ce qui reste à faire? Alors, ce qui a été fait globalement, parce qu'en fait, il faut aussi comprendre qu'après avoir posé notre constat, nous nous sommes dit qu'une initiative comme celle-là, qui est non partisane, qui a une durée de vie très limitée, et je précise, c'est très important de le dire, pour qu'il n'y ait pas d'amalgame, la quasi-totalité des gens qui ont lancé l'initiative ne sont probablement pas candidats à des collectivités quelconques. C'est juste qu'il faut faire avancer la démocratie sénégalaise. Ce n'est pas un embryon de parti politique, ce n'est pas un mouvement politique ou un mouvement citoyen à durée de vie longue. Le jour où, par exemple, la loi électorale sera changée, l'initiative citoyenne cessera d'exister. Son principal objectif, c'est de faire changer la loi.
Ce que nous avons fait dès le début, nous nous sommes dit que le Sénégal est un pays où, quand même, quoi qu'on dise, nous avons une démocratie assez stabilisée, assez forte. Et il est communément admis que, comparé à beaucoup d'autres pays, pas seulement en Afrique d'ailleurs, le Sénégal a fait des pas de géant en matière de démocratie. Et pour un projet de cette nature, nous n'avions pas besoin de confrontation. À la limite, expliquer aux acteurs du législatif, ceux qui sont à l'Assemblée, ou de l'exécutif, le président Macky Sall et d'autres, nous estimions que ce serait facile pour qu'ils comprennent et qu'ils aillent de l'avant dans ce sens. C'est pour cette raison que dès le début, en mai, nous avons écrit des correspondances à l'ensemble des députés de l'Assemblée nationale. Nous avons également écrit au président Macky Sall pour lui expliquer le sens de notre démarche. Nous avons rencontré beaucoup de députés, dont le président de l'Assemblée nationale, et pour l'essentiel, à part quelques rares cas, l'essentiel des députés nous ont apporté leur soutien, un soutien extrêmement fort, sur leur engagement à porter l'initiative et à voter l'initiative une fois qu'elle sera à l'Assemblée nationale. Justement, Dr Dieye, il y a l'adhésion de certains députés notés dans ce cadre et nous avons également vu que vous êtes en train de proposer, il y a une proposition qui a été faite, qui a été soumise donc à l'Assemblée nationale pour un projet de loi. Alors, quelle sera justement la prochaine étape? Oui, la prochaine étape, c'est, vous savez, il y a quelques jours, nous avons fait une conférence de presse pour faire le point et recevoir 5 députés qui avaient décidé de venir vers nous et de participer à notre conférence de presse. À ces députés, nous avons remis le projet de proposition de loi parce que nous voulions aller plus loin et assez vite. Nous avons contacté des experts et des constitutionnalistes qui nous ont fait une proposition de loi qui a été donnée aux députés. Nous allons relancer aussi l'approche au niveau du président de la République parce que vous savez que faire un projet de loi dans un projet comme celui-là est peut-être plus simple que passer par la voie parlementaire parce qu'introduire une proposition de loi par un député, ça demande aussi aux députés de donner les moyens additionnels financiers qui pourraient être engendrés par cette nouvelle loi. Alors, nous allons relancer l'approche au niveau du président de la République. Mais l'autre chose qui est intéressante également, c'est que nous avons reçu de la Cour africaine des droits de l'homme, et cette information est cruciale parce que nous avons une bonne ouverture au niveau des acteurs politiques sénégalais. Nous espérons que les acteurs iront de l'avant et feront ce qu'il faut faire. Mais si pour une raison ou pour une autre, cela n'était pas fait et que les députés ne votaient pas la loi ou que le président ne prenait pas les actes qu'il faut, nous avons encore cette option-là d'aller en règlement des différends, comme on peut l'appeler, parce que la Cour africaine des droits de l'homme, sur un cas similaire, quasi identique, a condamné la Tanzanie, qui avait dans sa loi électorale une disposition qui interdisait également aux indépendants d'aller aux élections. Nous avons pris ce précédent, qui peut aujourd'hui faire jurisprudence. Nous l'avons envoyé au président de la République et à l'ensemble des députés pour leur dire vous avez des arguments supplémentaires parce que la loi, la Charte africaine des droits de l'homme et du peuple est de votre côté. C'est ce que tout le monde veut, c'est ce qui est conforme à notre démocratie. Les prochaines étapes, nous allons essayer d'organiser une rencontre avec le plus grand nombre possible de députés pour leur expliquer les tenants et les aboutissants de la loi, essayer de trouver un mécanisme avec eux afin d'aller à ce changement qui est quasiment nécessaire si on veut rester dans l'esprit de la Constitution sénégalaise. Docteur Dieye, l'autre fait saillant de l'actualité, c'est le scandale dans la police nationale. Qu'est-ce que tout cela vous inspire? Oui, ce que cela m'inspire, je crois que c'est ce que ça inspire également à de nombreux Sénégalais. Beaucoup de nos compatriotes sont tout à fait choqués. J'allais dire, ont peur de constater que dans leur pays, il est possible d'avoir ce genre de choses. Bien entendu, nous savions tous déjà que la corruption était au cœur du système au Sénégal. La corruption a gangréné l'État sénégalais. La bureaucratie, je ne vais pas mâcher les mots, la bureaucratie est relativement corrompue au Sénégal. Quelle que soit la forme de corruption, parce que la corruption est un complexe, que l'on parle de détournement de fonds publics, que l'on parle de privilégisme, que l'on parle de clientélisme, que l'on parle de passe-droit, de népotisme, toutes ces formes regroupées constituent d'une façon ou d'une autre de la corruption. Et ça, vous voyez que c'est banalisé dans la vie publique sénégalaise. C'est au quotidien qu'on le constate, dans toutes les administrations. Ce qui est nouveau dans ce cas ici et qui fait relativement peur, c'est que la nature de l'objet, la drogue, c'est une matière dangereuse. L'espace dans lequel ce cas s'est manifesté est un espace important, stratégique. La police, c'est le nerf de l'État, le nerf ce qui assure la sécurité des biens et des personnes. Ça, c'est la colonne vertébrale de l'État. De la drogue
dans l'État, en particulier dans les services qui justement étaient mis en place pour nous protéger de ce drame, de ce problème de société, alors ça pose un grand problème. L'autre élément qui me paraît central et qui renvoie au traitement que l'État semble avoir donné à ce phénomène-là, et j'estime d'ailleurs que l'État a fait une très grande erreur, et si on constate le fait que les Sénégalais, l'opinion pour l'essentiel, ne réagit pas encore, l'État devrait comprendre que c'est assez grave pour les Sénégalais pour qu'ils prennent le recul et le temps de l'analyser. Nous avons entendu dire que le rapport aurait été transmis au ministre de l'Intérieur bien avant la nomination du commissaire Niang. Il était donc au courant que ce cas, même allégué, était possible ou était en cours dans la justice. Ça n'a pas empêché de nommer un commissaire qui était cité dans une affaire de cette nature. Justement, docteur, parlant de ce rapport, les sanctions commencent déjà à tomber. Le directeur de la police vient d'être limogé et le président de la République demande que des mesures disciplinaires soient infligées, des mesures fortes d'ailleurs, soient infligées au commissaire divisionnaire Keita. Alors c'est là le problème, je pense. On a l'impression que le gouvernement a déjà jugé le cas. On ne peut pas. Le porte-parole du gouvernement. Vous pensez que ce n'est pas fiable, ce rapport? Ça ne me paraît pas fiable. Et moi, comme beaucoup d'autres citoyens, nous attendons encore. Parce que ce cas est beaucoup trop grave, il faut le traiter avec beaucoup de sérieux. Le porte-parole du gouvernement ne peut pas, dans sa sortie, blanchir quasiment un des protagonistes de cette affaire-là et dire nous allons lui donner la possibilité d'aller préparer sa défense. Et aussi, comme un procureur, dire que l'autre commissaire Keita, c'est lui sur qui tout tombe finalement. Nous ne pensons pas que c'est une démarche sérieuse. Je crois que ce que le gouvernement aurait dû faire, c'est que dès l'éclatement de cette affaire-là, l'un et l'autre, le commissaire Niang comme le commissaire Keita, auraient dû être suspendus de leurs fonctions le temps que les enquêtes soient menées de manière efficace. Au moment où l'inspection interne de la police faisait ses enquêtes, le commissaire Niang était encore en poste. Il est leur supérieur hiérarchique. Cette enquête ne peut pas, moi, me convaincre de sa fiabilité. Nous ne pouvons pas non plus accepter que le gouvernement dise, sans avoir fini l'enquête judiciaire, que le commissaire Keita est le seul responsable dans cette situation. Quel que soit ce qui a pu se passer, peu importe ce que le commissaire Keita a dit jusqu'à preuve du contraire, nous estimons qu'il faut attendre que la justice aille jusqu'au bout et le commissaire Keita ne doit pas être le seul agneau du sacrifice. Je comprendrais bien que l'État essaye de se protéger parce que accepter que le commissaire Keita a raison, c'est dire effectivement que la police sénégalaise a dealé de la drogue. L'État du Sénégal serait prêt à sacrifier le commissaire Keita plutôt que d'accepter qu'il a dit la vérité. Mais nous pensons que dans une approche morale et dans une approche où on respecte les droits des biens et des personnes, il faut agir et laisser le commissaire Keita, comme le commissaire Niang, aller chacun devant les juridictions compétentes pour dire la vérité et éventuellement laisser la justice faire son travail. Il n'appartient pas au gouvernement de prendre les positions qu'il a prises dans ce cas. Et docteur Dieng, qu'est-ce que vous pensez de l'arrestation de Karim Wade? Oui, l'arrestation de Karim Wade, j'ai écrit un papier il y a quelques semaines, juste après son arrestation, que j'avais intitulé « La chute de la perle noire ». Et j'expliquais pourquoi, pour moi, cette arrestation est une œuvre de salubrité publique pour notre pays. Je fais partie de ceux qui ont mené le combat pendant des années contre le régime d'Abdoulaye Wade. Et malgré le fait que, en dépit de cet engagement, je n'ai jamais été dans un parti, donc je n'étais pas dans des logiques de clan. Mais en tant que citoyen, j'ai estimé que la gouvernance du régime précédent de Wade a permis à des personnes, à des individus, de s'accaparer des ressources publiques dans un pays dont 57% de la population vit encore avec moins de dollars par jour, s'accaparer de cette façon des ressources publiques et les drainer durablement à l'extérieur du pays, c'était quasi criminel. Lorsque Macky Sall est arrivé au pouvoir, nous avons dit une chose simple. La plupart des gens qui ont voté pour lui ne l'ont pas fait parce qu'ils sont militants de l'APR ou qu'ils croyaient à Yoru Yokote. Beaucoup ne l'ont pas fait. Une partie importante des Sénégalais, ils ont voté pour Macky Sall simplement parce qu'on avait dit qu'il faut maintenant remettre ce pays-là sur les rails et lutter efficacement contre l'impunité. Maintenant, aller vers la traite des biens mal acquis, comme la justice sénégalaise est en train de le faire, moi j'ai applaudi et j'ai apporté un soutien sans faille à la justice sénégalaise. Il ne faut pas politiser le cas. Karim Wade est en prison parce que des soupçons ou des présomptions de culpabilité
relativement forte pèse sur lui. Il est placé là où il doit être en attendant que la justice fasse son travail. On a également dit à ce propos qu'il faut respecter ses droits en tant que citoyen. Jusqu'à preuve du contraire, il est accusé. Quand la justice établira effectivement qu'il a volé l'argent des Sénégalais, en ce moment-là, il ira en prison. Mais toute la procédure le concernant jusqu'à présent, il n'y a aucune politique, en tout cas moi je ne le sens pas comme ça. Et j'ai déjà exprimé mon opinion à travers voie de presse et apporté tout mon soutien au ministère public, à la justice, pas au pouvoir ou au gouvernement. J'ai apporté à la justice sénégalaise qui est en train de faire un travail pour l'État du Sénégal. Docteur Dieye, juste une dernière question. Alors, de nos jours, les Sénégalais s'en prennent à leurs concitoyens d'une manière la plus atroce. On tue à droite et à gauche. On vous fait arrêter pour 5 à 10 ans, après vous retrouvez les rues. Est-ce que vous pensez que faire revenir la peine de mort au Sénégal serait une bonne chose? Oui, de ce point de vue, il serait difficile de répondre par oui ou par non, parce que je crois qu'on fait face à un cas extrêmement complexe. Si on fait une analyse sérieuse, on se rend compte qu'il y a des pays qui ont la peine de mort, qui l'appliquent encore, mais où la criminalité reste très forte. Ça existe. Il y a d'autres pays qui appliquent la peine de mort et que la criminalité est relativement maîtrisée. Maintenant, je crois qu'au-delà de la peine de mort elle-même, qui arrive a posteriori, il y a un ensemble de facteurs sur lesquels il faut agir. Il y a des leviers. La question de la sécurité. S'il n'y a pas assez de forces de sécurité dans le pays, il faut en créer. On ne peut pas mettre un policier derrière chaque Sénégalais, ça c'est évident. Mais réorganiser les forces de sécurité et de défense pour protéger le pays en amont, ça me paraît être le principal ou l'une des choses les plus importantes en tout cas. Le deuxième élément, on ne peut pas avoir une jeunesse complètement désœuvrée, sans emploi, avec un niveau de pauvreté extrêmement relativement fort dans le pays, espérer également avoir des proportions de criminalité faibles ou marginales ou en tout cas inexistantes. Lorsqu'il y a beaucoup de pauvreté, il y a sous-emploi, lorsque les gens végètent dans certaines conditions, c'est un lit, c'est un terreau fertile pour le développement de la criminalité. Je crois qu'une approche de l'État devrait être d'avoir cette approche globale et holistique, de voir les problèmes de manière transversale et d'agir en amont pour éviter que la criminalité ne s'installe. Maintenant, une société sans criminalité n'existe pas. Elle existera toujours. Et là, il faudra agir par des voies légales, judiciaires, mais aussi, et parmi ces voies judiciaires, vous avez évoqué la question de la peine capitale. Je crois que c'est un débat qu'il faudra ouvrir. Il ne faut pas avoir peur lorsqu'on est dans un espace ouvert, dans une société ouverte et démocratique, de poser les débats, y compris ceux qui peuvent fâcher. Poser le débat du retour ou non de la peine capitale au Sénégal, c'est permettre de revenir à un élément structurant et fondateur d'une société pour voir comment la société va s'exprimer, parce qu'on a évolué. Peut-être qu'à un moment donné, les Sénégalais en majorité voulaient que ça change. Peut-être qu'ils sont aujourd'hui dans une autre approche. Il faut créer un débat là-dessus et que les Sénégalais puissent s'exprimer. Si pour l'essentiel, on estime que c'est ce qui est bon pour notre société en 2013, je ne vois pas pourquoi on ne le ferait pas. Mais si, à contrario, on estime que ce n'est pas bon aussi, on changera d'avis. Docteur Cheikh Tidiane Dieye, je vous remercie infiniment. Je vous remercie. Merci encore d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Je rappelle que Docteur Cheikh Tidiane Dieye est sociologue. Il est également docteur en études de développement. Il est venu ici également en sa qualité de membre de l'initiative citoyenne Silabok. Toute l'équipe de la rédaction de la RTM vous dit grand merci de nous avoir reçus chez vous. Portez-vous bien. Merci aussi à toute l'équipe qui nous a accompagnés. Très bonne suite des programmes sur RTM. Au revoir.